Bonjour Michel Villette. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à AgroParisTech, vous êtes chercheur au centre Maurice Alvax et je vous ai invité pour évoquer un livre que vous avez publié avec Catherine Villermo il y a une quinzaine d'années, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur. C'était publié aux éditions La Découverte et il y a eu de nouvelles éditions depuis. Il y a également eu des éditions en anglais en 2009 par Cornell University Press et même en chinois par Welf Press en 2010. Alors ça change le statut du livre, ça le place aussi dans une dynamique intemporelle, on va dire. Tout d'abord, si on remonte à 2005, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Qu'est-ce qui a motivé le projet d'écriture? Écoutez, je sortais de 17 ans de consulting et je venais d'avoir un poste de prof à l'École supérieure de commerce de Paris, prof de contrôle de gestion, et j'avais enfin l'occasion de prendre du recul. Et j'ai voulu reprendre la thèse que j'avais faite sous la direction de Pierre Bourdieu et de Luc Boltanski en 1978, qui s'appelait « Les modes de domination dans l'entreprise ». Et à l'époque, j'avais fait un travail d'étudiant, et là, j'avais une expérience. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose avec cette expérience. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce mot de prédateur? C'est un mot qui est relativement fort pour le titre. Alors, c'est un mot fort, mais ça s'inscrit dans une très longue tradition. Si vous remontez à 400 ans avant Jésus-Christ à Athènes, Aristote distingue entre la crématistique et l'économique. L'économique, c'est l'art de diriger sa maison en bon père de famille, mais la crématistique, c'est l'art d'acquérir des richesses. Et ça, c'est de la guerre, c'est du pillage, c'est de la rapine, c'est de la violence. Si vous ensuite, on saute vite dans l'histoire, Marx Engels, le Capital. Engels, c'était un excellent homme d'affaires, il connaissait son sujet, et je pense qu'il a très bien décrit le côté violent et prédateur de ses concurrents en particulier, qu'il connaissait. Si on continue, Hélène Vérin, une très bonne philosophe, malheureusement décédée, a écrit un livre qui s'appelle « Entrepreneur, entreprise, histoire d'une idée ». Elle fait la généalogie du concept d'entrepreneur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Au XIIe siècle, une entreprisure, c'était attaquer le château du voisin. Et si on se transporte au XVIIe, XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, vous aviez les corporations qui rigidifiaient l'économie, qui définissaient des règles à respecter. Et un entrepreneur, c'était le mauvais garçon, c'était le loupard des banlieues, c'était le mec qui ne respectait pas les règles de la corporation. Donc vous voyez qu'il y a toute une tradition historique que l'on retrouve ensuite quand on lit la presse ou quand on suit les biographies des hommes d'affaires contemporains. Vous avez les barons voleurs américains de la fin du 19e siècle, Carnegie, Rockefeller, etc. Vous avez les scandales de l'année 2000 de la nouvelle économie, WorldCom, Enron, etc. Si vous allez en France, vous avez le scandale du Crédit Lyonnais avec Jean-Yves Bérard. Vous avez les débuts de carrière de François Pinault et de Bernard Arnault, qui sont décrits dans mon livre, qui sont quand même des affaires un peu violentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous allez en Suède, vous avez Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, qui n'était pas un enfant de cœur. Et puis, après mon livre, vous retombez en 2008 sur Lehman Brothers, ou bien vous tombez sur les Panama Papers et tous les problèmes d'optimisation fiscale. Vous voyez que tout au long de l'histoire du capitalisme, la notion de prédation existe. Elle est simplement dans la littérature savante et dans la littérature officielle, elle est toujours un peu reléguée au second plan. On la néglige parce qu'elle n'est pas moralement correcte. Elle pose un problème éthique gigantesque, donc on l'oublie toujours. Voilà. Alors pour 2005, en 2005, pour ce livre, vous vous êtes intéressé au grand patron de l'époque. Comment est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la fabrication de ce livre? Oui, alors, en 3 mots, qu'est-ce qu'un homme d'affaires? J'ai essayé de choisir des hommes d'affaires très hommes d'affaires, l'excellence dans le genre. C'est des gens qui passent d'une entreprise où on compte en millions à des entreprises où on compte en milliards, donc qui font une croissance spectaculaire, dans le délai le plus court possible. C'est simple. J'ai cherché, en lisant Forbes, Fortune, etc., la liste des hommes d'affaires qui avaient fait ça en moins de 20 ans, qui étaient devenus milliardaires en moins de 20 ans et qui n'étaient pas des héritiers. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait avec mes collègues? On a fait des recherches financières. Et on a tracé pour chaque homme d'affaires une courbe de l'évolution du chiffre d'affaires. Et puis les taux de croissance annuels. Et on a vu des anomalies. On a vu des taux de croissance absolument aberrants, extraordinaires, à certaines dates. Et on s'est dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et pour répondre à cette question,
on est allé chercher dans les biographies, les autobiographies, les écrits de journalistes, qui sont souvent des très bonnes sources, que ce soit des apologies ou bien des critiques. On est allé chercher le détail de ce qu'ils avaient fait. Et on a fait une lecture critique de ces biographies. On ne les a pas lues en s'intéressant au discours des hommes d'affaires, mais en cherchant les activités. Qu'est-ce qu'ils faisaient à telle date ? Et on a cherché aussi les silences, les omissions, les choses sur lesquelles on passe vite et qu'on pouvait creuser en allant chercher dans la presse en particulier. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelles sont vos principales conclusions? Voilà. Alors, les conclusions, c'est assez simple. La première conclusion, c'est que les plus grands auteurs, ce qu'on fait lire à tous les étudiants sur les processus d'accumulation des capitales, nous ont raconté assez souvent des balivernes. Des balivernes. Ils euphémisent, ils idéalisent et ils oublient tout l'aspect pillage des activités. Je vous prends un seul exemple ou un deuxième si on a le temps. Allez-y. Premier exemple, Adam Smith, La richesse des nations, 1776. Tout le monde a lu ce bouquin et au début, Adam Smith prend un exemple pour expliquer pourquoi la division du travail est la source de la prospérité des nations. C'est la manufacture d'épingles, la célèbre manufacture d'épingles. Et Adam Smith dit, la manufacture d'épingles, c'est génial, on a divisé le travail entre plusieurs ouvriers et la productivité de l'atelier a monté. Adam Smith nous raconte des balivernes. Il n'est jamais allé dans la manufacture d'épingles de Normandie dont il nous parle. Et ce qui était important, c'est qu'on a divisé le travail entre des ouvriers qualifiés, des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants étaient payés beaucoup moins cher que les hommes à cette époque. Et donc, on a réduit le coût du travail. Et la productivité, dans un premier temps, elle n'a pas monté, elle a baissé. Parce que les enfants et les femmes travaillaient moins bien que les ouvriers qualifiés. Mais c'est un exemple très simple qui nous montre que la prédation va avant l'innovation. Avec l'argent qu'a gagné le manufacturier, il a pu petit à petit améliorer l'outillage et finalement améliorer la productivité. Mais dans un premier temps, c'est la prédation qui a financé. Voilà. Et 15 ans après ce livre, quelle est votre conception, Michel Villette, de la moralité chez les hommes d'affaires? La moralité chez les hommes d'affaires, vous me faites vraiment couper toute l'histoire que je voulais vous raconter. Désolé, on est pris par le temps. Alors, la moralité, c'est très simple. Il faut distinguer entre moralité et l'éthos des hommes d'affaires. L'éthos, c'est leur morale pratique. Il y a ce qu'ils disent, leurs paroles et leurs actes. Qu'est-ce qui contraint les actes d'un homme d'affaires? C'est qu'il a fait des promesses à des tiers, il a des échéances à tenir, il a promis à des investisseurs, à des salariés, à des clients, des choses. Et pour tenir ces choses, coûte que coûte, il est assez souvent obligé de jouer des tours pendables. Parce que s'il ne tient pas ses promesses, il sera voué aux gémonies et à la vindicte populaire. Donc c'est pour lui le critère essentiel. Alors pour faire cela, il est obligé de séparer les amis et les ennemis. Les amis, ce sont les alliés qui contribuent à la bonne marche de son entreprise. Les ennemis, c'est tous les gens qui deviennent des obstacles au bouclage de l'affaire à l'échéance. C'est très simple, d'accord? Donc, on a une morale duale. Généreux avec ses amis, impitoyable avec ses ennemis. L'autre chose qui est très importante, c'est que pour les tiers, la moralité de l'homme d'affaires, c'est une moralité conséquentialiste. Ce qui compte, c'est les conséquences. Bernard Arnault a pu faire tout ce qu'il voulait dans une première partie de sa carrière. Du moment qu'il est aujourd'hui le patron de LVMH, qui est un des fleurons de l'industrie française, quelque part on lui pardonne. Et cette approche conséquentialiste, c'est l'idée qu'on pardonne finalement ses crimes à son bienfaiteur. Même si à un moment ça a été un forban, un pirate ou tout ce que vous voulez. Voilà. Et c'est ce qui peut expliquer cette perduration dans le temps du comportement. Mais il faut lire mon livre pour en savoir un peu plus sur le détail de l'innovation et de toutes ces choses. Bien sûr, j'allais y venir, Michel Villette. Je le rappelle, le titre de votre livre, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur, c'est à lire aux éditions La Découverte, publié en 2005, mais on l'a bien compris, sur un sujet totalement intemporel. Merci encore. Merci à vous.